Nous allons désormais nous intéresser au pouvoir de l'employeur dans sa manière d'être lié au règlement intérieur. Grand 2. Les pouvoirs de l'employeur dans la limite des domaines du règlement intérieur. L'employeur n'est évidemment pas libre d'insérer toute disposition qui lui semble nécessaire à la bonne marche de son entreprise. Il existe deux sortes de clauses qui sont considérées comme suspectes. Les premières, je vais passer assez vite dessus, vous allez comprendre pourquoi. Les secondes vont nous retenir plus longtemps. Grand A, les clauses illégales ou illicites. L'employeur ne peut pas insérer des clauses contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions de conventions collectives applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Cela résulte du Code du travail, article L 1321-3 dont nous allons reparler. Ce qui veut dire que l'employeur est limité par les domaines du règlement intérieur. On ne saurait y trouver autre chose que de la discipline, de l'hygiène, de la sécurité et tout ce qui tourne autour. Ainsi, par exemple, serait illicite une clause du règlement intérieur liée à l'exercice du droit de grève ou au départ en retraite. Il faut donc bien comprendre que l'employeur est lié par la loi du 4 août 1982. Mais même s'il reste dans les domaines du règlement intérieur, l'employeur ne peut pas faire ce qu'il veut. Grand B, les clauses abusives. 2 points. Le contrôle de proportionnalité et de finalité aux fins de protéger les libertés des salariés. C'est un titre un peu long, je vous l'accorde, mais qui va vous permettre de comprendre de quoi il est question. Le principe posé à l'article L 1321-3 du Code du travail est le suivant. L'employeur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Cet article L 1321-3 est directement issu d'une décision du Conseil d'État dans l'affaire Corona en 1980. Et le législateur a repris les dispositions du Conseil d'État. Il s'agit donc de protéger les libertés individuelles et fondamentales à l'aune des principes de proportionnalité et de finalité. Alors, certaines choses sont à surveiller en priorité. Et juste encore pour vous faire sourire, j'aime ça, vous l'aurez bien compris. Je voudrais, avant d'aborder les domaines qui sont considérés comme suspects, vous parler de nos amis suisses. Nos amis suisses, eux aussi, ont des réglementations d'entreprise qui n'ont pas forcément la même nature juridique que notre règlement intérieur. Et ainsi, je vais vous parler du code de conduite de la banque suisse UBS, ainsi qu'il a été reproduit dans le journal Le Monde en décembre 2010. Alors, un banquier suisse, UBS, ça doit avoir une tenue correcte, vous vous en doutez bien. Mais jusqu'à quel point une direction peut-elle s'immiscer dans la vie privée des salariés en lui imposant une tenue correcte? La banquière est invitée à porter un tailleur, jupe ou pantalon de couleur foncée. Bon, pas plus de 7 bijoux. Bon, je ne sais pas si on les compte tous les matins, mais en tout cas, pas plus de 7 bijoux. Et là, on lui dit également, ces dessous doivent être de couleur chair avec un chemisier blanc en microfibre si possible pour éviter les plis au confort de son postérieur et de sa poitrine qui ne doivent pas être trop comprimés. Pensez-vous, maintenant que vous connaissez un peu le droit du travail, que des représentants du personnel ou un inspecteur du travail laisseraient passer cela? J'en doute fort. Quant à vous, messieurs qui me regardez, priez de porter un costume foncé avec une cravate rouge,
Vous devez proscrire gourmettes, boucles d'oreilles, piercing et tatouages, ainsi que bottes western ou bottines. C'est très précis, mais ce n'est pas fini. Les poils du visage qui prolifèrent, comme ceux du nez, certes utiles, doivent être évités en cas de doute. Parlez-en à votre supérieur hiérarchique qui tranchera. Voilà. Pour moi, c'est tout tranché. C'est un code de conduite, ça n'a pas la valeur juridique de notre règlement intérieur, mais cela nous permet de sourire et cela fait du bien. Voyons donc quelques exemples de clauses abusives du règlement intérieur. Et voyons comment la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation s'y est intéressée. Petit 1, les fouilles des effets personnels et des casiers des salariés. Les fouilles corporelles ou des effets personnels ne sont autorisées que dans la mesure où le but recherché par l'employeur est proportionnel à la mesure employée, c'est-à-dire éviter les vols, par exemple. 2 catégories de fouilles peuvent être évoquées. Tout d'abord, la fouille des casiers des salariés. Vous savez, dans certaines entreprises, pour pouvoir revêtir un uniforme, pouvoir poser ses affaires, eh bien les salariés disposent de casiers qui leur sont personnels. L'employeur peut-il procéder à l'ouverture de ces casiers? Très tôt, dès 2001, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 11 décembre que l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et conditions prévus par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu. Il ne s'agit donc pas de le faire à son insu, la personne doit être présente ou doit avoir été prévenue de l'ouverture de son casier. Qu'en est-il maintenant des autres fouilles, c'est-à-dire des fouilles des effets personnels des salariés? On peut penser à 2 sortes, là encore, de fouilles des effets personnels. Tout d'abord, les fouilles à l'entrée dans l'entreprise. Est-ce que, quand vous allez travailler le matin, un vigile peut vous dire d'ouvrir votre sac, etc. Alors, nous sommes en période un petit peu difficile en ce moment. Plan Vigipirate oblige, peut-être certains d'entre vous connaissent la situation. Et cette situation avait déjà été rencontrée par la jurisprudence dans une affaire de la Chambre sociale du 3 avril 2001 où la société M6 avait mis en place une fouille systématique des sacs à l'entrée de l'entreprise parce que on était juste après les attentats de 1995. Un délégué syndical s'y était opposé, avait un petit peu forcé le passage et il avait eu une sanction disciplinaire qu'il avait contestée devant le juge. La Cour de cassation a admis que pour des circonstances exceptionnelles, comme c'était le cas, un employeur puisse fouiller les effets personnels de ses salariés à l'entrée de l'entreprise. Qu'en est-il à la sortie, évidemment? Et oui, c'est là que peut-être on va pouvoir vérifier si des salariés dérobent des produits de l'entreprise. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2009, numéro 07 42 068, a précisé les conditions de l'ouverture d'un salarié. Et il s'agissait d'une affaire un peu particulière dans la mesure où un employeur soupçonnait son salarié de dérober des choses et à la sortie de l'entreprise, il avait ouvert son sac et il y avait trouvé 300 sachets plastiques. Chacun collectionne ce qu'il veut, je vous l'accorde. Mais les conditions dans lesquelles la fouille avait été exercée n'ont pas permis à la Cour de cassation de dire que l'employeur avait raison. Tout simplement parce que les conditions sont les suivantes. Il faut tout d'abord obtenir l'accord du salarié. Ensuite, il faut l'avertir de son droit de s'y opposer. Et au final, il faut exiger la présence d'un témoin. Dans cette affaire, l'employeur ne lui avait pas dit qu'il avait le droit de s'y opposer. La fouille était donc illicite. Et la sanction que le salarié avait encourue
à tous les coups un licenciement, eh bien ce licenciement a certainement été déclaré par les juges comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Alors me direz-vous, mais que faire quand on est face comme ça à un salarié qui dérobe des choses et puis on lui dit vous avez le droit de pas ouvrir votre sac. Il ouvre pas son sac. Que faut-il faire? Eh bien, comme dans les films, il faut appeler la police. Il n'y a pas d'autre solution. Sachez que vous n'avez pas le droit de le retenir non plus, en attendant qu'il veuille bien attendre la police. Mais c'est vrai que cela est un petit peu problématique. Voilà pour les fouilles des effets des salariés. Je vous propose dans un petit 2 d'examiner une liberté des salariés. Petit 2, la liberté de se vêtir. On peut comprendre qu'un employeur exige, pour certaines fonctions, que les salariés revêtent qui des blouses blanches, qui des uniformes, de manière à pour des raisons d'hygiène et de sécurité, la première condition, et puis aussi pour des raisons aussi de lien avec la clientèle. Si vous allez chez Marionneau, Sephora, je pense que toutes les jeunes femmes ont un costume un peu identique, il faut les repérer, bon, c'est normal. Ce qui veut dire que le refus d'un salarié de porter une blouse blanche pour des raisons d'hygiène et de sécurité est fautif, et il peut être sanctionné. En dehors de ces questions bien précises, est-ce que un employeur peut estimer que la tenue vestimentaire de ses salariés n'est pas adéquate? Alors, il y a eu différentes décisions de justice, toutes plus rigolotes les unes que les autres. Dans une affaire, il y a une dame qui tenait une agence immobilière en survêtement. Elle n'a pas voulu le retirer, elle a été licenciée. C'est vrai que pour les clients, peut-être le survêtement n'était pas non plus très approprié. Encore plus drôle, une jeune femme qui allait travailler dans un bureau open space avec un chemisier transparent en dessous a également été licenciée. Alors là, j'ai jamais compris pourquoi. Je pensais qu'elle aurait eu une promotion, mais manifestement, ce n'était pas le cas. Tout ça pour vous dire que la décision de principe, l'arrêt de principe de la Cour de cassation, c'est quelque chose de très connu. C'est un arrêt de la Chambre sociale du 28 mai 2003 que vous pourrez trouver commenté un peu partout, notamment par Philippe Vaquet à la revue Droit social 2003, page 812 par exemple. Une affaire très célèbre. C'est un monsieur qui, selon le règlement intérieur, doit porter une blouse blanche. Et il fait très chaud, c'est l'été. Il vient travailler en Bermuda. Sa direction lui impose de porter un pantalon. Et notamment parce qu'à certains moments où il se déplace dans l'entreprise, il peut être vu par des clients. Alors, une blouse blanche avec un Bermuda, bon, c'est pas très élégant. Il refuse et il dit même que c'est de la discrimination sexuelle dans la mesure où on n'oblige pas les femmes à porter de pantalon. Voilà beaucoup d'argent du contribuable dépensé pour rien, puisque la Cour de cassation va finir dans cet arrêt Cédric X du 28 mai 2003 par déclarer que la liberté de se vêtir n'est pas une liberté fondamentale. À partir de là, c'est le pouvoir de direction de l'employeur qui prévaut et le pouvoir disciplinaire qui lui permet de sanctionner les salariés, comme cela a été le cas dans cette affaire. Toujours dans le registre des libertés, voyons dans un petit 3, le droit de consommer de l'alcool dans l'entreprise. Alors, ça peut être une question qui peut paraître un peu bizarre, je vous l'accorde, mais ça doit être prévu dans le règlement intérieur. Toute la question qui se pose, c'est est-ce que le règlement intérieur peut prévoir une interdiction générale et absolue de consommer de l'alcool au sein de l'entreprise? A priori, on peut dire oui. Sauf que dans notre code du travail, nous avons un article qui est l'article R pour réglementaire 4228-20 qui admet une tolérance pour le vin, la bière, le cidre et le poiré.
Si comme moi, vous ne savez pas ce qu'était le poiré, maintenant je sais, c'est du cidre avec de la poire. Mais je n'ai jamais goûté. Une tolérance, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes le pays des pots. Les pots des parents traites, les pots d'essence, les pots de mariage, les pots de tout. Et alors, un pot au jus d'orange, ça n'a pas évidemment le même goût qu'un pot au vin, au cidre ou au poiré, et je ne parle pas du champagne. Alors, il est assez difficile de se faire une idée de ce qu'on peut tolérer ou pas. Et le Conseil d'État avait eu à un moment donné une position assez, comment dire, assez juste en disant que on ne pouvait pas interdire de manière absolue et générale de consommer de l'alcool. Et pourtant, par un décret du 1er juillet 2014, décret numéro 2014-754 JO du 3 juillet, on a affirmé que la consommation d'alcool au travail peut faire l'objet d'une interdiction générale et absolue. Mais cela ne remet pas en cause la tolérance du Code du travail. Il faut en fait distinguer selon les activités et les fonctions des salariés. On va dire de manière un peu facile que par exemple dans une centrale nucléaire, une interdiction générale et absolue, ou bien dans une compagnie de transport routier, tout ceci paraît tout à fait sérieux. Voilà. Donc, on peut restreindre la consommation, on peut même l'interdire si l'activité de l'entreprise ou la fonction du salarié le permet. Dernière question concernant cette épineuse question de l'alcool. Peut-on faire passer l'alcotest, soumettre les salariés à l'alcotest dans l'entreprise? Eh bien, la Cour de cassation l'a admis, en précisant toutefois 2 conditions. Il faut mettre en place la possibilité pour le salarié de faire une contre-expertise et la mesure prise doit être fonction du travail effectué si l'employeur estime qu'un état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger. Et cet état d'ébriété est important puisque, par un arrêt de la Chambre sociale du 2 juillet 2014 au numéro 13-757, on a rappelé que l'employeur est tenu par les dispositions du règlement intérieur, et si dans son règlement intérieur il a prévu que l'alcotest ne peut être fait que pour les salariés en état d'ébriété, il est hors de question qu'il y ait recours pour les autres salariés. Un dernier point mérite attention, d'autant qu'il a été fort médiatisé. C'est un domaine un peu sensible, mais qu'il faut quand même aborder. Petit 4, règlement intérieur et religion. La HALDE, dans son ancienne mouture, avait conseillé aux entreprises de prévoir dans le règlement intérieur les conditions relatives à la liberté de religion et notamment la possibilité de porter des signes extérieurs manifestant cette dernière. L'idée étant qu'une interdiction totale et absolue serait contraire au principe de proportionnalité et de finalité dont on a déjà parlé. Alors, il y a eu 2 affaires, l'une très connue, l'autre pas du tout, mais qui ont été rendues le même jour. Il s'agit de 2 arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mars 2013, pourvoi numéro 11 28 845 et 12 11 690. Dans la première affaire, il s'agissait d'une salariée d'une caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Dans le règlement intérieur de cette caisse, il était interdit de manière ferme tout port de voile islamique, y compris sous la forme d'un bonnet. La salariée avait refusé d'ôter son voile qu'elle portait sous forme de bonnet et elle avait donc saisi le juge prud'homal pour faire annuler son licenciement qu'elle considérait comme discriminatoire. Le problème, c'est que même si les caisses primaires d'assurance maladie sont des organismes de droit privé et que les gens qui y travaillent sont des salariés, ces caisses ont une mission de service public.
Les agents des caisses primaires relèvent du Code du travail, mais sont soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public. Et vous le savez certainement, dans le secteur public, le principe est le principe de la laïcité. Elle a donc été valablement licenciée. La deuxième affaire est archi connue. Je vais essayer de vous résumer la saga Babylou. Babylou est une crèche un peu particulière qui est implantée dans un milieu un peu défavorisé, près de Mantes-la-Jolie. Et sa particularité, c'est qu'elle est là pour aider à la réinsertion dans l'emploi des personnes qui ont des difficultés. Raison pour laquelle elle est ouverte 24 heures sur 24, ce qui permet aux parents d'avoir une certaine souplesse dans la garde de leurs enfants et dans leur emploi. Dans le règlement intérieur de Babylou, tout signe extérieur ostentatoire est prohibé de manière absolue. Un beau jour, une nourrice revient de congé de maternité avec le voile. La directrice de la crèche lui demande de l'ôter, elle refuse. Elle est licenciée pour insubordination et non pas pour avoir porté le voile. La salariée estime que son licenciement est discriminatoire parce qu'il est fondé sur son voile et donc sur sa religion. Et c'est là que la saga commence. Le Conseil des prud'hommes dans un premier temps et la Cour d'appel vont valider le licenciement de la salariée. Mais comment vous expliquer? Si, c'est une décision juridique tout à fait normale, mais qui paraît peu cohérente au regard des faits. Dans l'un des arrêts du 19 mars 2013 dont je vous ai parlé, la Cour de cassation va prendre une position radicale. En fait, elle va s'accrocher, se tenir ferme au principe de proportionnalité et de finalité. Et elle va dire que si la liberté de religion est certes proclamée au niveau supranational, notamment dans l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien pour autant, le règlement intérieur de Babylou était général et absolu dans son interdiction. Donc, il n'était pas proportionné. Ce qui veut dire que logiquement, on aurait pu considérer que au sein de la crèche même, la salariée aurait dû ôter son voile, mais peut-être qu'à l'extérieur, lors de sorties périscolaires, extrascolaires, je ne sais pas si on peut dire ça pour une crèche, enfin peu importe, eh bien à ce moment-là, elle aurait pu remettre son voile. Tollé après cette décision de la Cour de cassation, la Cour d'appel de renvoi, qui est la Cour d'appel de Paris, fait de la résistance. Et dans un arrêt du 27 novembre 2013, elle considère que Babylou est une entreprise particulière, compte tenu de sa destination, de sa mission, et elle considère qu'il était logique d'interdire tout port de signes religieux, parce qu'en fait, en plus, dans cette crèche, ils accueillent des enfants de toute confession, donc pourquoi le voile et pas les autres? Vous savez certainement maintenant ce qu'il se passe lorsqu'une cour d'appel fait de la résistance. Eh bien, la dernière décision appartient à l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Ce qui fut fait dans un arrêt du 25 juin 2014 au pourvoi numéro 13 28 369. L'employeur privé, énonce la Cour de cassation, peut restreindre le port de signes religieux à condition qu'il respecte le principe de proportionnalité et de finalité. De plus, la Cour de cassation met l'accent sur l'action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé de la crèche Babylou. Au final, le licenciement n'était pas discriminatoire, mais il était bien justifié et elle a d'ailleurs été licenciée pour une faute grave.